Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 959 de One Piece. On retourne sur le format habituel. Et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre qui était quand même assez complet, on va pas se le cacher. Allez, voyons ça tout de suite. Toujours la mini-aventure sur Bedge et puis sa famille sur Dressrosa. Donc aucune idée de où Oda va en venir exactement avec cette mini-aventure. Je suis très perturbé de ça et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il veut développer, ce qu'il veut nous faire découvrir sur Dressrosa tout simplement, sachant qu'on l'a quitté il y a pas si longtemps. Ça paraît assez, ouais, ça m'intrigue. Vraiment, ça m'intrigue beaucoup cette mini-aventure sur Dressrosa, elle cache un truc. Donc le chapitre commence avec un flashback de 2 jours en arrière. Donc les préparatifs en gros étaient finis pour les fourreaux rouges, les plans avaient l'air d'être parfaits, tout était très bien rodé, mais quand on voit la fin du dernier chapitre, avec justement le bordel que ça a pu causer, et finalement les fourreaux rouges qui se sont retrouvés entre guillemets seuls, eh bien on est beaucoup moins serein en fait, et on va le voir que tout au long du chapitre, ça va être vraiment la grosse décadence des fourreaux rouges, et c'est d'une tristesse. En arrivant sur Kuri, on découvre donc Brook, Chopper et Luffy qui se voient offrir des tenues traditionnelles de samouraï par Itetsu. Et wow, mais qu'est-ce que ça claque! C'était magnifique, vraiment magnifique. Je suis persuadé qu'Oda s'est fait un gros kiff personnel de les dessiner de cette manière. Et attendez, le Luffy me dit quelque chose là. Attendez, ça serait pas un Luffy apparu dans un color spread du chapitre 310 datant d'il y a de ça 15 ans à peu près? Tout y est absolument similaire, jusqu'au symbole des Kozuki sur le pantalon. Tout, c'est exactement le même. Alors comme ça, il n'y a pas de foreshadow dans le manga, il n'y a pas de foreshadow dans les color spreads ni rien. Alors, bon, je parle pas de toutes les covers non plus, hein, bien évidemment. Tous les color spreads n'ont pas littéralement un foreshadow ou un élément qui va indiquer quelque chose, un élément du futur ou quoi que ce soit. Mais là, je dois avouer que beaucoup de gens se sont basés sur justement le chapitre 944 avec le fait qu'il ne s'est rien passé de ce qui avait été théorisé par les théoriciens justement et par la communauté. Et c'est vrai que du coup, j'avais lu à de nombreuses reprises, on nous l'avait même reproché, que analyser ce genre de page de cover, ça ne servait strictement à rien parce que ça ne servait, justement en fait, rien ne se passait quoi. Donc c'est vrai que Oda, on peut imaginer qu'il avait déjà son idée bien précise comme ça dès le début de l'arc Wano. Il savait très bien ce qu'il allait en faire et à quoi Luffy allait ressembler à un moment ou l'autre. Mais bon voilà, entre le fait que le Enma avait été prévu quelques mois à l'avance, ça serait je pense quand même assez de mauvaise foi de dire que tous les chapitres, que tous les color spreads, toutes les pages dessinées de Oda de cette manière, les pages colorées, soient des pages qui sont qui ne donnent aucun indice sur le futur, ou vraiment qu'il n'y ait aucun foreshadowing d'une quelconque manière de ce côté-là. Je pense que ça serait être un tout petit peu de mauvaise foi parce que oui, ça peut arriver, mais il faut pas non plus tomber dans l'extrapolation. Et justement, Zoro aussi aurait pu en porter une, ça aurait été génial, mais on le connaît, il préfère sa tenue habituelle pour des raisons d'habilité, pour des raisons de Zoro quoi en fait. Et c'est dommage parce que ça aurait été vraiment stylé de le voir dans une tenue pareille. Mais c'est vrai que je crois que même malgré les pages de cover, les pages colorées d'Oda, on n'a jamais vu Zoro dans une tenue réellement de samouraï, une tenue aussi lourde du moins. Ça correspond pas trop avec son style de combat lui. D'ailleurs Sanji en profite pour charrier un peu Zoro sur sa prime qui est désormais inférieure à la sienne, suite aux événements de Whole Cake, etc. Et pour l'attaquer, Zoro prononce Elma tout en coupant encore un autre morceau de la côte. Et c'est assez marrant je trouve de le voir invoquer sa lame en quelque sorte, ça appuie le caractère très spécial de ce katana je trouve. Bref, on retourne donc sur le plan des fourreaux rouges. D'après Robin, Orochi disait que l'entrée d'Onigashima se trouvait en hiver. Et là, le problème, c'est que l'hiver, le seul climat hivernal qu'on puisse avoir sur Wano Kuni, normalement, c'est Ringo. Donc, est-ce qu'il y aurait un autre passage secret au niveau de Ringo? Est-ce que c'est pas encore une sorte de mauvaise piste pour justement essayer de entuber l'éventuelle révolution des fourreaux rouges? Je ne sais pas, mais en tout cas, si il y a bien quelque chose sur Ringo, ça veut dire qu'on va devoir y retourner et éventuellement trouver une sorte de passage secret ou quoi. Ce qui pourrait finalement, si les bâtons été détruits, plutôt bien correspondre avec la situation actuelle qui est de finalement le plan doit être changé, il faut un plan B, il faut un plan C peut-être même, et donc retourner sur Ringo pour trouver un éventuel passage secret ou quelque chose qui va faire en sorte que justement il puisse passer sur Onigashima de cette manière. Puis il faut pas oublier qu'on a encore
Gyokimaru, donc le fameux moine du pont qui est en réalité un renard, etc., qui n'est toujours pas réapparu depuis la dernière fois. Donc éventuellement prêter main forte et peut-être même simplement donner l'accès justement à un éventuel Onigashima souterrain. De notre côté, on a les Mix qui se préparent pour la pleine lune le jour J, car ils pourront tous enfin utiliser la forme Sulong. Cependant, d'après Wanda, il faut que la météo soit dans de bonnes conditions, sinon la transformation risque d'être compliquée. Heureusement, tout ça, elle le raconte à Nami, qui est bien sûr l'experte du climat, de la météorologie, etc., qui peut le changer à son bon vouloir. Donc après que Oda essaye de nous faire comprendre que le plan des Mugi est tombé à l'eau, alors que finalement tout est fait en sorte pour que la bataille se passe vraiment bien avec les Minx et tout, on nous la fait pas. Ensuite, on a une scène qui, personnellement, je l'ai attendue depuis peut-être presque plus d'1 an. Luffy inquiet pour Jinbei. Non, parce qu'il faut savoir qu'à la fin de l'arc Whole Cake Island, quand justement Jinbei s'était sacrifié avec tous les autres hommes poissons pour laisser justement Luffy s'échapper de cette île, eh ben moi j'avais trouvé un Luffy qui était vraiment pas lui, c'est-à-dire qu'il était là en mode bah les couilles. Ok, c'est très bien, Jinbei m'a sauvé, les autres hommes poissons m'ont sauvé. Je suis un peu dégoûté, mais ça m'empêche pas, le chapitre juste d'après, genre c'était au chapitre 901 ou 902, ça m'empêchait pas au chapitre 903 d'être tout joyeux, d'être tout gai, et genre plus de parler de Jinbei pendant justement plus de 60 chapitres quasiment. Et là je me suis dit, c'est pas le Luffy qu'on connaît. Donc c'est vrai que le voir enfin inquiet à propos de Jinbei sur Wano Kuni, je me dis oui, c'est pas trop tôt quand même. Hein. Mais bon, vu que Zoro est le seul à rassurer Luffy sur la venue de Jinbei, on ose imaginer que ce dernier donc va revenir avec peut-être l'œil droit en moins, histoire que ça fasse un petit foreshadow encore une fois avec Zoro et... Non, c'est bon, j'arrête. Alors, on quitte les Mugiwara pour venir justement un peu sur tous les autres villages de Wano Kuni. Donc on apprend qu'au village d'Ibisu, eh bien, il y a un nouveau Ushimitsu qui est apparu. Alors Ushimitsu, c'était normalement le voleur qui volait donc aux riches pour donner aux pauvres, c'était une sorte de Robin des Bois japonais, et normalement c'était Tonoyasu qui avait ce rôle. Or, là on nous fait comprendre que Ushimitsu a encore frappé et a encore donné des vivres, il y a de ça donc 2 jours, et de l'argent surtout aux habitants d'Ebisu. Donc, est-ce que Ushimitsu était réellement Tonoyasu, ou alors est-ce que ça peut être un autre personnage? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même Denjiro. C'est bien ça, oui, parce qu'on en parle tellement peu de ce personnage. Il nous reste encore Denjiro, l'un des 9 fourreaux rouges qui n'est pas apparu. Donc là, ça va être le moment, je pense, assez opportun pour apparaître. Et ça pourrait donc éventuellement être lui, ce fameux Ushimitsu. Donc ça reste très intéressant de savoir que le cas de ce voleur, qui était au début très intriguant, n'est finalement pas fini, ça s'est pas limité à du Tonoyasu. Donc on va voir ce que ça donne par la suite. Je suis assez content d'imaginer que ça peut être Denjiro qui est là à encore agir dans l'ombre. Alors à Okobore, on a Oldem qui cherche à savoir qui sont les citoyens qui ont œuvré donc pour la révolution des samouraïs, des fourreaux rouges. Et à ce moment-là, tu as Tsuru qui donc intercepte tout le monde et qui va guider Oldem à un certain endroit. Et là, j'étais en mode... What the fuck is happening? Genre, je savais pas du tout ce qui se passait et j'étais vraiment dans une interrogation de... J'ai raté un arc, j'ai raté un passage, j'ai raté 10 épisodes, 10 scans. Enfin, je sais pas si c'est moi qui ai eu une mauvaise interprétation de l'arc de Wano Kuni en général ou simplement de ce chapitre et de ce passage, mais le cas de Okobore avec Tsuru qui va, enfin, je sais pas ce qui se passe et je sais pas si je suis le seul à avoir pas réellement compris où il voulait en venir de ce côté-là. Quand j'étais en train d'écrire ma petite review, je me disais, ce passage je l'ai pas trop compris, on va pas le zapper non plus parce que c'est un passage quand même assez important, surtout pour la suite, vu qu'on apprend que le village d'Okobore a été brûlé, peut-être même avec ses villageois par Oldem et donc ses sbires. Donc c'est assez puissant. Mais voilà, je n'ai pas compris, je voulais donc le dire directement avec vous et pas faire en sorte que je l'avais zappé alors que pas du tout. Mais j'ai trouvé voilà l'action très très fou, il faudrait que je relise quelques chapitres avant où ça parlait d'Okobore parce que ça parle de tellement de choses sur Wano Kuni pour justement essayer de me recentrer un petit peu plus sur ce passage là. Alors sauf si ça fait écho finalement au jour d'après, la veille du raid des Fourreaux Rouges, Orochi a ordonné la destruction de la cachette du Sunny, donc où était caché finalement le bateau des Mugiwara. Alors je me suis dit ouais peut-être que Tsuru avait connaissance de cette cachette et c'est éventuellement là qu'elle aurait pu amener Oldem avec les autres, mais ça tient pas, parce que justement j'ai relu le chapitre où le Sunny avait été caché, et c'était au chapitre 911 si vous voulez aller chercher, et justement c'est Otama qui avait dit « Aniki, c'est bon, tu peux garer ton bateau là, tranquille, tu fais un petit créneau, tranquille, et de toute façon personne ne connaîtra cet emplacement, c'est secret, on va pas le découvrir, ni rien, bref. » Et là on se retrouve avec finalement un Sunny qui a été...
détruit. Bon, je pense pas que le Sunny ait été détruit, on va en reparler, mais c'est vraiment la cachette qui a été découverte. Et à part Luffy et à part Otama, normalement, personne n'est censé le savoir. Donc, est-ce que finalement, entre le chapitre 911 et le chapitre 958, le Sunny avait été rementionné à quelque part? C'est grandement possible, il me semble que j'ai un petit souvenir de ça, mais je ne sais absolument pas dans quel chapitre c'est, donc c'est pour ça que je vais essayer d'enquêter ce week-end et me refaire un peu la grande partie des arcs des chapitres de Wano Kuni. Mais effectivement, actuellement, les deux personnes capables de connaître l'emplacement du Sunny, c'était Luffy et Otama. Donc, en espérant que Otama ne soit pas... J'en ai ras le cul des traîtres. Oui, donc sinon, je pense pas que le Sunny sera en lui-même détruit. Ça va faire comme le chapitre 900. On a cru qu'il était détruit, puis finalement, il a été sauvé in extremis par au dernier moment. Donc là, ça se trouve, ben, justement, c'est Jinbei qui va sauver le Sunny au tout dernier moment. Et vu que c'est le timonier officiel en plus de l'équipage de Meguara, ça se trouve, ben, il va les sauver, puis il va récupérer tout le monde sur le bateau. Enfin bref, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait que le Sunny soit détruit de cette manière. C'est trop peu probable, quoi. Alors par contre, si éventuellement Oda peut réintégrer l'esprit des bateaux, c'est-à-dire le Club Waterman, à ce moment-là précis, ça serait vraiment très cool, hein, Oda, si tu m'entends, si tu peux faire ça, ça serait vraiment sympa. Les Club Waterman, c'est plus assez utilisé, alors que finalement c'était une partie intégrante de l'arc d'Enies Lobby avec tout ce qui s'est passé à Water 7, etc. Donc oui, ça serait dommage de ne pas réutiliser l'esprit du Sunny comme il y avait l'esprit du Merry. C'était vraiment trop beau, c'était vraiment une scène vraiment trop mémorable pour, je pense, oublier un tel détail. Mais je pense pas qu'Oda a oublié, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment envie de retourner sur ce genre de plan, et c'est assez dommage. Enfin, pour moi, je trouve que c'est assez dommage, en tout cas. Bah, du coup, du côté d'Orochi, il continue ses coups de maître à détruire les points stratégiques de la révolution des Faux Rouges, ce qui marche plutôt bien, finalement. L'histoire du traître, finalement, arrive à son paroxysme, puisque bah, là, il mentionne une fois de plus à quel point ces informations sont sûres, etc., etc. Donc oui, on va bientôt savoir qui est le fameux traître de Wano Kuni. Je pense qu'on a tous très hâte, parce que les théories fusent dans tous les sens. Et ouais, ça va faire du bien un peu d'avoir cette question en moins déjà. On en a déjà assez sur Wano Kuni, donc si on peut encore éviter d'en rajouter, ça serait très bien. Mais c'est vrai que là, voir la scène de Orochi totalement fou et tout, bah, je l'ai trouvé étonnamment très bien foutu, même si du coup j'aime pas du tout le personnage. Je l'ai trouvé vraiment très bien foutu et très bien ficelé. C'était vraiment, ça faisait très maître du jeu en fait, le mec qui contrôlait absolument tout, et c'était ouais, vraiment bien foutu. En tout cas, les conséquences de tout ça sont désastreuses. Les Faux Rouges n'ont absolument plus rien aujourd'hui. T'as Kinemon qui était, comme il disait, ils peuvent plus faire marche arrière, donc ils sont obligés d'aller se jeter dans la gueule du loup et finalement mener ce raid d'Onigashima, même en étant seul. Et c'est terrible de les voir, enfin de cette manière. C'est comme dans le dernier chapitre au final, mais il y a trop de conséquences à tout ça, c'est horrible. Les samouraïs n'ont plus rien pour mener leur guerre, Shinobu et Momonosuke sont là impuissants à voir donc du coup les plus puissants partir, les plus grands Faux Rouges partir, limite ouais, se suicider tout simplement. C'est tragique comme situation. Et là, le chapitre se clôt par contre de la meilleure des manières, parce qu'on a enfin un flashback sur le grand Oden se déroulant sur Wano Kuni il y a de ça 39 ans, c'est-à-dire un an avant l'incident de God Valley. Donc ça doit sans doute avoir un petit lien. C'est pas banal. Si Oda met une date pareille, c'est pas banal du tout, faut pas croire. Et donc là, nous avons enfin un éventuel flashback, normalement la semaine prochaine, sur Oden. On va peut-être enfin voir sa tête. C'est pas possible, ça fait 3 ans qu'on nous le cache, ce type. Pas 3 ans, mais c'est vraiment, je crois, ma plus grosse attente de tout Wano Kuni. Ce type dégage un truc trop intéressant. Et quand on le voit marcher, etc., on voit que, d'ailleurs, il en imposait beaucoup, et c'était vraiment la petite terreur, j'allais dire la petite frappe de Wano Kuni, mais non, vu sa puissance, c'était plus qu'une frappe à ce niveau-là, mais c'était, voilà, la terreur de Wano Kuni, apparemment. Et j'ai remarqué quelque chose dans son physique, c'est que derrière lui, il avait l'espèce de ceinture de sumo, exactement ce qu'avait Luffy au début du film One Piece Gold, je sais pas si vous vous en souvenez, je vais essayer de vous trouver des photos, c'est très compliqué à trouver, mais en gros, c'est la tenue traditionnelle, normalement, des sumo. Donc, est-ce que Oden aurait un lien avec les sumo d'une quelconque manière? En tout cas, on a vu qu'il avait ces 2 katanas légendaires accrochés à sa ceinture. Donc, même si c'était il y a assez longtemps, finalement, il les avait déjà. Donc, c'était vraiment ses lames favorites, comme il disait. Et donc, on va avoir l'occasion, la chance, le privilège, que dis-je, de voir ce fameux Oden et voir ce qui s'est passé finalement sur Wano Kuni. Parce que là, on apprend que Wano Kuni était fermé depuis des siècles. Donc, dès qu'on parle de siècle, évidemment, on pense au siècle oublié. Donc, est-ce que ça a réellement un lien avec le siècle oublié, sachant qu'apparemment la fermeture de Wano Kuni est liée au clan Kuzuki aussi. Ça fait beaucoup de liens. En tout cas, ça reste à voir, mais c'est une partie qui me hype
plus que jamais là pour le coup. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt les bros, passez un bon week-end. Puis de toute façon, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, peace.